Bonjour à tous, bienvenue. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis Émilie Jarnet, je suis la coordonnatrice des programmes pour l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Donc, on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire sous forme de panel de discussion. Afin de parler de la santé mentale et de la santé de nos jeunes en cette rentrée 2021. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités pour parler de ce sujet d'actualité. Donc, 3 invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous recevons aujourd'hui Stéphanie Deslauriers. Stéphanie est psychoéducatrice et éducatrice et autrice, pardon. Elle s'intéresse particulièrement au développement et à la condition de l'estime de soi, et ce, tant chez les enfants, les parents que les enseignantes et les intervenants et enseignants. Elle enseigne à l'Université de Montréal, collabore à divers médias télé, radio et écrit, en plus d'animer formations et de démystifier plusieurs enjeux relatifs au développement de l'humain. Elle est reconnue pour son sens de l'humour, sa rigueur et son empathie. Donc, bonjour Stéphanie, bienvenue aujourd'hui. Bonjour, merci Émilie. Nous avons également le plaisir de recevoir Catherine Burroughs, qui est directrice générale adjointe à la Fondation Jeunes en Tête, responsable des programmes et services. Œuvrant auprès de la jeunesse québécoise depuis 17 ans, Catherine détient un fort bagage en prévention et en promotion de la santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle offre aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Plus de 1 250 000 jeunes ont été sensibilisés depuis 22 ans. Donc, bonjour Catherine et bienvenue aujourd'hui avec nous. Bonjour à tous. Et enfin, nous recevons également Andrée Maillère-Périard, qui est directrice générale de Réseau Réussite Montréal, une organisation réunissant 33 acteurs régionaux d'envergure, de milieux variés, avec pour visée commune l'amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes. En plus du soutien à l'action locale, Réseau Réussite Montréal mène de front plusieurs chantiers intersectoriels, dont la lecture, les transitions scolaires, ainsi que des campagnes sociétales, comme les journées de la persévérance scolaire. L'expertise de Mme Maya Peria l'amène à siéger sur de nombreux conseils et comités montréalais et québécois en éducation 0-20 ans et à assurer la présidence du regroupement québécois pour la réussite éducative. Donc, bonjour André. Bonjour à toutes. Merci, Émilie, de l'invitation. C'est très plaisir de vous recevoir. Avant de vous laisser la parole, juste quelques petits détails techniques. Tout d'abord, donc, je vous présente également Charlène, ma collègue qui est présente, qui peut se montrer. Donc, Charlène va être là pour gérer donc, le chat. Si vous avez des questions, petits problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat et Charlène va se faire un plaisir de vous aider et de répondre à vos interrogations. Le chat aussi peut être utilisé comme un outil de réseautage et de partage d'expériences. Donc, si vous voulez partager une initiative dans laquelle vous travaillez ou que vous avez connaissance, des ressources ou toute autre information pertinente par rapport au sujet en cours, n'hésitez pas à le partager avec le chat pendant la durée du panel. À la fin du panel et des discussions, il va y avoir un temps de questions. Donc, vous allez pouvoir directement poser vos questions aux invités
de deux manières. On est en mode réunion aujourd'hui pour pouvoir avoir des humains en face de nous lorsque l'on s'exprime. Et donc, si vous souhaitez vous aussi parler directement, poser directement votre question à nos invités, donc vous pouvez lever la main et je vais m'occuper de répartir le temps de parole en fonction des mains qui se lèvent. Et si votre caméra ne marche pas ou vous n'avez pas forcément envie de parler à la caméra, vous pouvez, pendant la période de questions, utiliser aussi le chat pour poser vos questions aux invités. Et Charlène ou moi-même, on fera un plaisir de poser vos questions aux invités. Donc, voilà pour les techniques. Aussi, oui, pardon, pendant que le panel de discussion, vous pouvez choisir d'avoir soit toutes les petites carrés pour voir toutes les personnes qui ont leur caméra ouverte, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir la vision seulement la personne qui parle est plus présente, son carré prend plus d'espace, donc vous allez voir mieux. Je vous invite à épingler et à choisir écrit speaker. Alors en français, je m'excuse, je ne sais pas comment c'est écrit, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir la personne qui parle en plus grand. Donc, choisissez votre vue. Voilà pour les détails techniques. Donc, sans plus tarder, je vous propose donc de commencer. Et on va commencer en laissant la parole à André Périllard de Réseau Réussite Montréal, qui va nous faire un état des lieux de la jeunesse en santé mentale, et précisément un portrait et les impacts de la pandémie sur la persévérance scolaire. Donc, André, je vous laisse la parole pour commencer. Merci beaucoup, Émilie. J'ai accepté ce mandat en toute modestie. Depuis 1 an, à Réseau Réussite Montréal, on a mis en place une table de travail qui s'intéresse particulièrement aux adolescents, et puis on a la chance de travailler avec plusieurs chercheurs en résidence et puis une équipe d'experts pour tenter de tracer ce portrait-là de comment vont nos adolescents. Donc, je vais vous présenter quelques faits saillants qui sont principalement issus des travaux de 2 chercheurs. Mélissa Généreux, qui a fait une étude sur la santé psychologique des jeunes de 12 à 15 ans. C'était principalement en Estrie, les résultats qu'elle a recueillis, mais étant donné qu'elle avait fait une très grande enquête auprès de tous les adultes québécois et que les résultats convergent, les tendances convergent, l'hypothèse est qu'on peut penser que les résultats qui ont été colligés en Estrie sont suffisamment robustes pour penser que c'est le cas pour la majorité des adolescents. Je vais aussi m'appuyer sur des résultats préliminaires d'une étude qui n'est pas encore publiée, des travaux qui ont été faits dans le groupe de recherche de Christelle Grenier-Tardif, Isabelle Archambault, Michel Janoz, Véronique Dupéré. Ils ont fait l'ELDEC, ils ont fait des études de l'ELDEC, puis récemment, en fait, pendant la pandémie, à 2 moments, ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures au printemps 2020, pendant ce qu'on appelait le grand confinement. Puis, ils ont repris des mesures cet hiver dans plusieurs écoles du Québec sur la santé mentale des jeunes et leur engagement. Donc, la plupart des données dont je vais vous parler sont issues de ces travaux-là et des travaux qui ne sont pas encore publiés. Je vais vous présenter quelques graphiques, mais je ne vais pas partager ma présentation à la fin de ce webinaire-ci. Mais, d'ici une semaine, Réseau Réussite Montréal, on est en train de terminer une espèce de résumé des conséquences, et ça c'est terrible ce que je viens de dire là, un résumé des principaux travaux sur le vécu et l'engagement scolaire des adolescents en période de pandémie. C'est en ce moment-là à l'édition, donc ça contient beaucoup plus d'informations que ce que moi je vais vous partager dans les prochaines minutes, mais je vais le faire parvenir à Émilie qui va pouvoir vous le faire parvenir, et là vous aurez tout, c'est-à-dire
la totale de la synthèse des connaissances qu'on a fait et toutes les références. Donc, ce sera un outil qui sera beaucoup plus profitable pour vous que mes petites slides de PowerPoint bien maigres que je vais vous présenter en toute humilité. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop. Et voilà. Donc, premièrement, là, ça, ce sont des résultats pendant l'année dernière. 3 fois plus de jeunes du secondaire rapportaient une santé mentale passable ou mauvaise. Donc, c'était 3 fois plus qu'en 2021. Aussi, au niveau 50 des élèves de 3 à 5e secondaire rapportaient des symptômes associés à un trouble d'anxiété généralisée ou dépression majeure. 35 des élèves de première et deuxième secondaire, on peut penser ici on peut émettre l'hypothèse que le mode hybride d'enseignement qui faisait que des enfants, que les jeunes étaient un jour sur 2 à la maison a peut-être pesé quand même un peu plus lourdement sur les élèves de 3, 4, 5 que 1, 2. On se rappelle que les secondaires 1, 2 étaient 100% à l'école l'an dernier. Les principaux facteurs qui expliqueraient un peu cette détresse-là qui a été rapportée, c'était la réduction des activités sociales, sportives et culturelles. Donc, pour les jeunes du secondaire, c'était très important, encore pour ceux du cégep et de l'université. Je vous partage que cette semaine, on était en rencontre avec le CHU Sainte-Justine, puis les pédopsychiatres disaient la même chose là, pour ce qui est des jeunes qui venaient les visiter là, pendant la pandémie. L'augmentation du temps d'écran, puis les cours en ligne qui semblaient peser là, beaucoup sur nos jeunes là, qui expliqueraient leur détresse. Il y a une autre étude aussi qui vient qui va exactement dans le même sens, mais qui portait sur les habitudes de vie des jeunes. Là. C'était la coalition physiquement active, c'est le Go le secondaire s'active. Ils ont rendu, c'est d'autres travaux aussi qui sont menés à l'Université de Sherbrooke, mais il y avait une augmentation, il a été observé dans cette cueillette-là une augmentation importante du temps d'écran, une réduction de l'activité physique, puis une diminution du temps de sommeil, qui sont aussi des éléments importants à considérer quand on parle de santé mentale. Puis je trouvais ça intéressant de vous donner les deux cueillettes de données, puisqu'elles vont vraiment dans le même sens, puis elles disent un peu de manière différente, c'est un peu les mêmes phénomènes hein, qui sont illustrés, là, parce qu'on parle c'est d'une diminution de la pratique de l'activité physique, la limitation du temps de loisir, puis les heures de sommeil là, qui sont beaucoup moindres. Aussi, les élèves dans cette étude-là rapportaient, dans l'étude, là, je reviens à l'étude de Mélissa Généreux, étaient beaucoup plus nombreux à rapporter un attrait pour l'échec pour l'école inférieur à la moyenne. Et bien qu'au niveau de la détresse psychologique, on en observait une beaucoup plus grande chez les jeunes filles, au niveau de l'attrait à l'école, ça demeurait les garçons qui rapportaient un moins grand attrait pour l'école et les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Maintenant, des résultats préliminaires des travaux de Christelle Grenier-Tardif, ils ont tenté de mesurer qu'est-ce qui influence l'engagement en temps de pandémie. Donc, vous avez à gauche différents facteurs et puis à droite, l'effet que ça avait sur leur engagement comportemental puis leur engagement affectif. Donc, vous voyez que la présence du stress dans la famille, bien, il y a des résultats qui ne sont pas étonnants. Là, ça diminue l'engagement comportemental, diminue l'engagement affectif, l'instauration de règles à la maison, hein, parce que là, c'était le mode hybride, c'était important. Ça augmentait l'engagement affectif, la perception de bien réussir. Ça, c'est toujours important et ça demeurait important. Ça augmente l'engagement affectif. La perception d'avoir des mauvais résultats diminuait. Bon, ça, c'est comme deux côtés de la pièce. L'hyperactivité diminue, mais ça, c'est stable. C'est vrai en temps hors pandémie. Vivre de l'anxiété diminue. Donc, ceci explique cela quand on dit que c'est important de se préoccuper de la santé mentale de nos jeunes, mais que ça peut avoir un impact sur l'engagement et la réussite scolaire. Ben, c'est très clair ici. Et avoir peur de la COVID a augmenté l'engagement comportemental puis l'engagement affectif. Ça n'a pas été creusé. C'était un résultat qui était pour les chercheurs assez étonnant, mais une hypothèse qui était émise, c'est que les règles sanitaires étaient
très stricts dans les écoles. Ils étaient dans des cadres où c'était tu ne rentres pas dans l'école sans ton masque, tu te laves les mains, ça se passe comme ça. Dans le couloir, il y a des flèches, tu marches là, tu t'assois là. Probablement, l'hypothèse, c'était que ceux qui avaient peur de la COVID retrouvaient un environnement qui était, somme toute, peut-être sécurisant avec toutes les règles qui avaient été mises en place là, autour d'eux pendant cette période-là. Donc, la santé mentale, c'est très important. Puis, bien que les élèves ont pris du retard pendant la pandémie, bien, il va falloir rétablir des conditions à l'apprentissage avant d'intervenir sur la question du rattrapage. Ça, on va y revenir. Puis, et pour être disposé à apprendre, bien, les élèves doivent nécessairement avoir une santé mentale adéquate. J'ai terminé mon partage d'écran ici. Maintenant, la question qui turlupine bien des gens, c'est mais comment vont-ils maintenant? Là, ça, c'était pendant la pandémie. Il n'y a pas de cueillette de données qui a encore été faite. Il faut s'appuyer sur vous qui les fréquentez, les partenaires autour d'eux. Ce que je peux vous partager de ce qui ressort en ce moment des discussions qu'on a avec les experts autour de nous, c'est qu'au niveau là, des consultations médicales, c'est vraiment l'anxiété qui prend, c'est les jeunes qui étaient très anxieux qui prend beaucoup le pas dans les consultations et ce sont les jeunes, il y a des jeunes qui ont très bien vécu la pandémie et qui étaient très heureux d'aller moins à l'école. Ce sont ces jeunes-là qui en ce moment souffrent beaucoup du retour à 100% à l'école. Plusieurs jeunes, le retour à l'école est suffisant pour qu'ils aillent mieux, mais c'est certain qu'il y a une strate de jeunes qui ont été impactés de toutes sortes de façons. Alors, troubles de sommeil, rapport à l'écran, les écoles, tu sais, continuent à dire que là, il va y avoir tout un travail à faire là, pour ramener de saines habitudes. Puis au niveau de la santé mentale, on ne peut pas penser qu'un retour en présentiel efface tout pour tous les enfants, bien que pour un certain nombre d'enfants, cela constitue un baume important, notamment tous ceux pour qui être dans leur famille était très toxique pendant la pandémie et qui avaient besoin de se retrouver à l'école. Pour eux, c'est vraiment un gain important, mais il n'y a pas de données encore là, sur la santé mentale de nos jeunes à l'heure actuelle que des observations. Puis là, j'invite mes collègues Stéphanie et Catherine qui sont fréquentes peut-être des jeunes, plus que moi davantage, là, si elles veulent ajouter Ben oui. à ça. Eh bien, merci beaucoup, André. C'est un portrait super éclairant, super pertinent. Puis effectivement, ce que j'observe aussi, moi, j'ai des suivis avec des jeunes, je fais tout à distance encore aujourd'hui. Une de mes jeunes, entre autres, que j'ai en tête, là, qui a débuté au tout début de la pandémie parce que ça lui faisait vivre de l'anxiété, tout ça. Maintenant, 1 an et demi plus tard, elle vit toujours de l'anxiété. Ceci étant dit, il y avait des facteurs de risque dans sa vie à elle. C'était des jeunes très anxieuses. Mais aujourd'hui, comment elle va, cette jeune-là? Je continue de la voir très régulièrement, même qu'on avait passé nos rencontres, on a dû les rapprocher depuis le début de la rentrée scolaire. Elle, c'est une jeune qui s'est très, très bien accommodée du présentiel et du mode hybride, en fait. Fait que le présentiel, 1 journée sur 2. Elle aimait particulièrement les journées où elle était à la maison. Donc, je corrobore ce que dit André à l'effet que les jeunes qui ont aimé ce mode-là de rester à la maison souffrent actuellement de retourner à l'école. Et ce que j'observe dans ma pratique, c'est de l'anxiété sociale. Il y a donc bien beaucoup de monde. Oh my God, tout le monde me regarde, tout le monde va me juger. Hey, là, je ne suis pas bien. J'arrive dans mes cours. L'année passée, on avait un groupe classe. C'était notre bulle qu'on suivait tout le temps. Là, cette année, je suis en secondaire 4, 5. Les règles ont été assouplies, donc quand je change de cours, je change de groupe et là, je dois me réajuster, me réhabituer à différentes personnes. Ah, cette personne-là, dans ce cours-là, je n'ai pas d'amis, il y a beaucoup de travaux en équipe, je n'ai pas envie de me mettre en équipe, les petits sous-groupes sont déjà créés, j'ai peur de m'intégrer dans un nouveau groupe, j'ai peur de me faire juger. Bien, tous les aspects qui sont en lien avec l'anxiété ou la phobie sociale, de la peur de se faire juger négativement, la peur, l'impression qu'on se fait regarder sans cesse. Et puis, ça concorde beaucoup aussi avec le développement normal des ados, où est-ce qu'ils sont déjà plus à risque
au niveau de la dépression et de l'anxiété de par leur développement cognitif. Parce que ils ont déjà cette tendance-là à avoir une audience imaginaire, où est-ce qu'on a l'impression que tout le monde nous voit, nous regarde, puis qu'on est à occupation double, même si on ne s'est pas inscrit, là, et qu'on se fait voir sous nos meilleurs et surtout nos pires jours. Alors, il y a ça et le sentiment aussi d'être seul, de ne pas être compris, que personne ne nous comprend. Puis ce qui arrive, je trouve, au niveau de la pandémie, c'est qu'effectivement, nous, comme parents, on n'est pas passé par ça quand on était jeunes. Alors, c'est vrai qu'on ne les comprend pas. On peut avoir beaucoup d'empathie. Et là, je parle de parents, mais vous êtes beaucoup d'intervenants, intervenantes également. On n'a pas vécu ça, nous, quand on était jeunes. Versus quand généralement un jeune nous dit « Ah, toi, tu ne peux pas comprendre ma peine d'amour, tu n'as jamais vécu ça. Attends une minute, jeune homme, attends une minute, jeune femme. Oui, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu ton âge, j'ai déjà eu le cœur brisé. Mais là, toi, tu n'as jamais vécu ça, le confinement, quand tu avais 13 ans. Tu as raison. Tu as bien raison. Fait que je pense que ça ajoute au sentiment de ne pas être compris. Puis comme on n'a pas d'autres générations, en tout cas proximales, auxquelles se référer, se comparer, les jeunes, effectivement, se sentent... Et nous aussi, comme parents, comme intervenants, au niveau un peu à tâtons, c'est une première. On ne peut pas s'appuyer sur des expériences antérieures similaires. On fait notre gros possible, mais oui, pour nos jeunes qui sont plus fragiles, d'emblée plus anxieux, c'est très insécurisant pour eux autres. Alors, effectivement, tout ça pour dire, André, c'est ce que j'observe également sur le terrain, versus ceux qui ont plus souffert du confinement total. Eux sont très contents de retourner à l'école, de retrouver leurs amis. Puis c'est un spectre. Alors après ça, quand on a eu le go pour déconfiner, à la fin du printemps, début de l'été, on a tous déconfiné à notre rythme. C'est pas vrai qu'on était tous prêts à le faire au même titre. Puis sur une note très personnelle, je sais pas vous ce qu'il y en est. Moi, aller à l'épicerie, je me rends compte que c'est devenu anxiogène. Il y a beaucoup de monde, mais là, pas dans le sens des flèches. Puis je me rends compte que moi, ça me rassure aussi de savoir qu'il y a des règles. Puis j'aime ça quand on les respecte. Alors, si moi, une adulte qui, je pense, assez saine d'esprit et bien outillée dans la vie, peut vivre de l'insécurité comme celle-là, je peux très facilement me mettre à la place d'un jeune ou d'une jeune pour qui l'assouplissement des mesures sanitaires peut être également un petit peu déstabilisante. Alors, c'est ça que j'avais envie de dire, d'ajouter. Je me remets sur mute. Oui, merci André et Stéphanie pour ce portrait vraiment... Je trouvais quand même que tes fiches PowerPoint n'étaient pas très menues. Là, c'était un bon portrait. Ça nous a vraiment aidés. À la Fondation, le gros de nos activités sont dans les écoles. Donc, on a quitté nos élèves le 31 mai, puis on va les revoir le 18 octobre. Donc, pour ce qui est d'avoir le pouls des élèves en ce moment, c'est pas le cas, mais on est en contact avec plus de 300 écoles en ce moment secondaires pour l'inscription au calendrier. Donc, on a quand même le feedback des écoles qui sont en lien avec les élèves. Donc, nous, on a adapté nos activités l'année dernière en virtuel et on est allé au-delà d'une rencontre Zoom. On a vraiment bâti des studios pour pouvoir être en interaction avec les élèves dans les classes. Donc, c'était vraiment super. Puis, il n'y avait aucun appétit pour ça en octobre parce que les écoles et les élèves, je crois, souhaitent le plus ardemment un retour à la normale. Tout ce qui est virtuel, en ce moment, on est un peu allergique à ça parce que ça représente cette période d'adaptation qui a été difficile pour certains. Donc, on est vraiment à la recherche d'enseignement en direct, des activités qui mettent les gens en lien les uns avec les autres en présentiel. Donc, c'est notre première observation. Ensuite, il y a plusieurs questions des écoles qui ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'état de la santé mentale des jeunes et effectivement, on a besoin de données. Effectivement, ce qu'on nous rapporte, c'est que les écoles travaillent fort ou ont à travailler fort pour accompagner les jeunes dans leur adaptation. On leur demande énormément d'adaptation à ces jeunes. Donc, pour certains,
je dirais environ un tiers, c'est très positif le retour à l'école. Un tiers, ça n'a pas vraiment changé leur état. Puis un autre tiers, ça les rend plus anxieux. C'est les données, je pourrais l'estimation qu'on me rapporte. Puis une dernière chose que j'ajouterais dans les problématiques, là, j'ai parlé avec des experts à Sainte-Justine et d'autres experts aussi. Puis, il ne faut pas oublier aussi l'augmentation des troubles alimentaires, mais aussi des troubles par rapport à son image de soi. Donc, le temps d'écran qui a augmenté pendant la dernière année, les saines habitudes de vie qui ont pris un petit peu plus le bas, c'était plus difficile de faire adhérer les jeunes, bien, ça peut avoir influencé aussi le corps qui est moins en forme, on n'a pas pu pratiquer des sports. Donc, tout ça mis ensemble, c'est quand même un défi que les garçons et les filles vivent en ce moment, là, leur rapport à leur image corporelle. Maintenant, on a parlé donc des différentes difficultés que pouvaient rencontrer les jeunes, qu'il y avait quand même une répartition aussi des jeunes qui vivaient la situation de façon plus difficile que d'autres. Mais en tant que parents, enseignants, intervenants, comment on peut différencier un comportement, alors un comportement de décrocheur, par exemple, pour André, ou par rapport à une crise d'adolescent, une crise d'opposition, ou justement un mal-être, une crise d'anxiété? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous aider, nous aiguiller pour savoir quand s'inquiéter, puis comment intervenir en fonction de cela? C'est une très grande question. Puis la vérité, c'est que on patauge un peu dans le flou en ce moment, parce qu'on a fait des grandes enquêtes là, avant cette pandémie pour identifier nos types de décrocheurs, leur comportement typique. On a nos discrets, on a nos mésadaptés, etc., etc. Mais tout le monde en ce moment, moi, ce qui me renvoie, c'est de dire, ben, est-ce que ça va encore, on sait que la pandémie a exacerbé, donc on pense que tout comportement exacerbé, c'est quelque chose à souligner, mais est-ce que les profils seront exactement les mêmes? Est-ce que ça va changer? On va le découvrir chemin faisant. Moi, il y a beaucoup de directions d'école qui m'ont dit, moi, je dis à mes équipes, engagez-vous avec les jeunes, c'est-à-dire rétablissez un contact parce que ce qu'on cherche à observer, c'est une modification. Donc, puis cette modification-là, ensuite, passons le relais à une deuxième ligne, qui souvent sont vous, là, des intervenants plus spécialisés que le prof qui est en première ligne, mais c'est certain que les retards répétés, de faibles résultats scolaires, ça demeure là, des signes de désengagement scolaire dont il faut s'inquiéter toujours. Puis peut-être qu'au niveau des comportements et tout ça, je laisserai plus ça à Stéphanie, qui est quand même beaucoup plus spécialisée que moi sur le sujet. Au niveau du décrochage scolaire, André, tu nommais quelque chose de très important. Il y a effectivement plusieurs types de décrocheurs, en fait. Fait que oui, il y a celui qui est plus inadapté, mésadapté, qui provient d'un milieu familial difficile, qui a des troubles d'apprentissage, qui est en échec scolaire, donc ça nuit à sa motivation scolaire. On a également le type d'élève dépressif, c'est-à-dire que cet élève-là réussit assez bien, il est dans la moyenne ou un petit peu en dessous. En classe, les profs ne rapportent pas de problème au niveau comportemental ou d'implication. Ce sont des élèves qui passent assez inaperçus, mais qui ont quand même une opinion positive. Les profs ont une opinion positive d'eux. Et effectivement, comme il n'y a pas encore de chiffres quantitatifs ni d'aspects qualitatifs en ce moment, parce qu'on est encore dans la pandémie, malheureusement, je vous annonce ça. Mais mon feeling, c'est que peut-être que notre type de décrocheur ado-dépressif va être plus touché.
à cet effet-là ou que ça va augmenter en nombre en raison de la pandémie parce qu'on sait l'impact que ça a sur la santé mentale de nos jeunes, sur leur bien-être émotionnel, psychologique. Donc, c'est mon hypothèse. Ceci étant dit, dans les autres types de décrocheurs, on a également les doués, donc ceux qui ont un haut potentiel intellectuel, qui réussissent très, très bien, mais qui sont sous-stimulés à l'école. Et là, peut-être qu'eux aussi, on va les voir en plus grande proportion quand il y aura des nouveaux chiffres qui sortiront, dans le sens où on sait que, il y a parfois, souvent, les profs ont fait, là, on ne peut pas couvrir toute la matière qui était prévue au programme, donc on va en voir un petit peu moins parce qu'il faut s'ajuster au fait que notre classe a été fermée 2 semaines à plusieurs reprises parce qu'il y a eu des cas déclarés de COVID, etc., etc. Alors, mon feeling, c'est que ces jeunes-là vont souffrir davantage de, voyons, c'est dans ma plate, puis j'ai besoin d'aller plus loin, mais on m'a encore coupé de la matière, fait que je m'ennuie. Donc, ça peut évidemment nuire à la motivation scolaire, surtout si, je suis en secondaire 3, 4, 5, que je suis une journée sur 2 à l'école. Fait que ma journée où je ne suis pas à l'école, peut-être que ça ne me tente pas de me connecter. Peut-être que je me lève 3 minutes avant, je suis encore dans mon lit, le coton ouaté, les cheveux tout croches. Fait que je suis plus ou moins à l'écoute. Moi, j'ai une de mes jeunes, en toute honnêteté, qui me disait, tu sais, Stéphanie, quand on est à la maison, là, c'est facile d'être sur notre cell en même temps puis de texter nos amis, tu sais, parce qu'on ne voit pas. Fait que même si ma caméra elle est ouverte, alors c'est sûr que je suis moins attentive. Donc, quel impact ça aura sur notre taux actuel de décrocheurs? Seul l'avenir nous le dira, mais oui, on le sait, ça joue sur la motivation scolaire et la motivation scolaire, c'est un des facteurs de protection au décrochage scolaire. Donc, quand on vient jouer dans la motivation scolaire, on peut s'imaginer que le taux de décrochage sera plus élevé. Et un autre aspect, aussi un autre facteur de protection contre le décrochage scolaire, c'est le sentiment d'appartenance à son milieu scolaire. Évidemment, on peut bien se douter que la pandémie a eu un impact négatif sur le sentiment d'appartenance parce que là, il n'y a pas les comités de ci, ça. On peut moins se réunir. J'ai une jeune qui me disait, elle a fait partie du groupe du comité LGBT de son école, mais que là, c'était fermé l'an passé, puis que là, cette année, ils reviennent en présentiel, mais que là, il n'y a aucun adulte qui veut s'impliquer dans le comité, donc c'est encore fermé, fait que son groupe de soutien, son réseau d'appartenance est affecté. Donc, clairement que ça affecte même au retour en présentiel. Il y a des effets encore du mode hybride et du mode à distance qui vont persister cette année encore, et je présume pour encore quelques années scolaires. Alors voilà mon petit grain de sel. Si je peux juste rajouter, c'est difficile de faire la différence entre un comportement de décrocheur et une crise. Habituellement, ça va de pair parfois. Donc, je sais que Diane Marcotte, à son lab à l'UQAM, a vraiment fait des recherches poussées, puis entre le lien entre la dépression et le décrochage scolaire, et que les sentiments dépressifs, elle les a identifiés comme étant le premier facteur au décrochage. Donc, se renseigner sur les signaux d'alarme concernant la dépression, puis les différents types de comportements qu'on peut observer en milieu scolaire va vraiment aussi nous aider à identifier un moment de fragilité, de vulnérabilité. Donc, je pense que la question n'est pas tant... on identifie souvent en parlant avec l'école avec les jeunes que le décrochage est venu avant ou après une période de troubles mentaux. Donc, c'est souvent de pair, là. Donc, la crise et le décrochage. Ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que Catherine nomme, à ne pas oublier, tu sais, quand on parle de crise d'adolescence, tu sais, il ne faut pas oublier que ça touche environ seulement 10 % de nos jeunes, cette fameuse crise d'adolescence-là. L'adolescence en soi, c'est une crise identitaire, où est-ce qu'on apprend à se connaître, où est-ce que nos amis prennent donc de l'importance, on se définit, sentiment d'appartenance, etc. Mais il y a quand même que 10 % des jeunes qui réellement, on va dire, oui, sont en mode crise d'adolescence, donc dans l'opposition, mais plus, où est-ce que ça vient nuire aux différentes sphères de leur vie.
Alors, c'était voilà, un petit ajout. Oui, tout à fait. On parle de période d'adolescence avec les adolescents parce qu'on essaie de ne pas qualifier ça comme une crise, là, cette belle période de développement. Si je peux ajouter aussi à ce qui a été dit là, par rapport au profil que Stéphanie a présenté, là, ces 4 profils-là ont été établis il y a 15 ans avec des résultats d'une étude longitudinale. Là, en fait, la cueillette de données s'est passée dans les 15 à 10 dernières années. Puis ces profils-là, ils ont été publiés il y a 10 ans. Puis le chercheur qui a fait ces profils-là, lui-même, avant la pandémie, disait « Je suis plus sûr que plus sûr qu'ils sont comme tout à fait là, puis je suis plus sûre que c'est 40, 40, 10, 10, tu sais, parce que moi, je pense qu'on s'est beaucoup occupé des désengagés, puis tout ça a bougé, puis que les pratiques se sont améliorées. Fait que, fort est à penser que, mais je pense que il y a les grandes lignes tiennent, tu sais, les grandes lignes tiennent encore, mais ce que les partenaires renvoient beaucoup actuellement, c'est il y a beaucoup d'adolescents, puis c'est très marquant dans les résultats de Christelle quand ils vont être publiés, là, c'est qui sont déçus de leur performance, mais ils ne sont pas en trouble d'apprentissage et ils n'ont pas de faibles résultats scolaires. Et moi, je pense que c'est ce groupe-là qui n'est pas du tout de la douance, parce que de la douance, c'est vraiment très précis. Puis c'est pas parce que tu es bon à l'école que tu es doué, là, c'est vraiment quelque chose d'autre complètement. Mais il y a un groupe d'élèves qui a moins bien réussi que ce qu'ils souhaitaient, qu'ils ont le sentiment de jamais arriver à faire ce qu'il leur est demandé. Puis ça, ce groupe-là, là, moi, on verra comment tout ça se termine, mais je pense que là, tout un profil auquel il va falloir faire attention. Puis, il y a tout aussi toute la situation d'aspiration, c'est-à-dire qu'en ce moment, pour demeurer engagé dans un projet, il faut se projeter. Puis le futur est pas très est plus flou, puis plus proche. Puis ça aussi, là, ça va sûrement affecter là, l'engagement, puis peut-être certains comportements. Puis je voudrais aussi vous rappeler un peu, là, le décrochage scolaire, c'est un processus qui est très long, c'est multifactoriel, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Fait que c'est pas, mais il y a des stresseurs qui accélèrent la décision en fin de piste, là. Puis, si je le fais à grands traits, pour les filles, c'est plus intériorisé, puis pour les garçons, c'est plus extériorisé comme comportement. Voilà. Alors, juste, j'ai un problème de connexion pour ma part, donc il y a peut-être des éléments que je note selon les discussions. Il y a plusieurs facteurs de protection qui ont été nommés que je trouvais intéressant de rapporter pour passer à la thématique de discussion qui s'en vient. Alors, si j'en oublie, s'il vous plaît, dites-le-moi. Oui, donc on a nommé comme facteur de protection et les facteurs de protection pour la santé mentale des jeunes peuvent, je trouve, et la persévérance scolaire peuvent être, il peut y avoir des différences, mais ils sont aussi très souvent quand même les mêmes, avec donc tout ce qui est en lien au sentiment d'appartenance au milieu scolaire, donc qui va aider, qui peut vraiment être qui est un facteur de protection, la motivation scolaire, le lien social et les habitudes, les saines habitudes de vie. Donc, est-ce que j'en... Parce que j'ai vraiment des coupures. Ben oui, Émilie, je crois que ta connexion est difficile, fait qu'on en perd des bouts. En tout cas, moi, je n'ai pas tout compris ce que tu as nommé. OK. Donc, ça va être difficile. C'est ça, c'est au niveau des facteurs de protection, donc la motivation scolaire qui va aider vraiment le jeune au niveau donc, de sa persévérance et de son bien-être. Le sentiment d'appartenance, que ce soit à son milieu scolaire, mais ça peut être aussi à son groupe, ça peut être extrascolaire pour au niveau de la santé mentale aussi. Le lien social, qui a été aussi beaucoup, qui a été très compliqué pendant la dernière année, et les saines habitudes de vie. Donc, tout ça pour nous amener à discuter, parler un peu plus de prévention. Donc, on a eu des questions qui ont été apportées par
les invités, les participants aujourd'hui à la rencontre et de savoir un peu comment prévenir, quelles actions, quel comportement peut-on avoir avec nos jeunes pour les accompagner, qu'ils aient, et moi je commencerai à savoir, est-ce qu'il faut attendre d'observer un comportement à risque ou où il y aurait des actions de prévention que nous pouvons faire avec tous nos jeunes pour justement prévenir, éviter d'être face à une situation difficile. Et pour finir ma question, pour être sûr que vous étiez éléments, c'était une question qui avait été demandée. Est-ce que s'il y a un âge, est-ce que d'aborder avec les jeunes du primaire, par exemple, les impacts de la pandémie ou parler santé mentale avec des jeunes du primaire, est-ce que c'est trop tôt? Donc, parlez-nous un peu de ces actions préventives qu'on pourrait apporter. Tu sais, dans la prévention, il y a différentes étapes. Fait qu'on peut faire de la prévention qui est plus universelle, donc sans attendre qu'on observe des facteurs de risque pour parler de santé mentale, de l'importance, en fait, de bien prendre soin de sa santé mentale, de définir c'est quoi la santé mentale, parce que contrairement à la santé physique, hein, quand je dis santé physique, on imagine tout de suite quelqu'un qui bouge, qui est en forme, mais quand je dis santé mentale, on pense automatiquement quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Alors que ce n'est pas ça. La santé mentale fait partie de la santé globale, au même titre que la santé physique. Puis ça, on peut en parler très, très tôt dans la vie. Puis d'ailleurs, j'ai la chance de participer au projet On parle de santé mentale de Télé-Québec, puis on est en train de développer des guides d'accompagnement pour les profs pour qu'ils puissent visionner les différentes capsules en classe puis faire des retours avec leurs élèves. Puis il y en a que, oui, dès la 3e année du primaire, c'est comme, oui, vous pouvez visionner ce segment-là et voici les pistes de discussion que vous pouvez aborder avec vos petits élèves de 8-9 ans. Quand on parle d'estime de soi, ça fait partie de la santé mentale. On sait que l'estime de soi qui est forte, qui est solide, qui est élevée, c'est l'antidote numéro 1 contre l'anxiété, contre la dépression. Pourquoi? Parce que par définition, l'anxiété, c'est de surestimer la probabilité que quelque chose de terrible se produise, tout en sous-estimant notre capacité à y faire face. Mais si j'ai une bonne estime personnelle, j'ai confiance en mes capacités de faire face à ces situations-là, probables ou improbables. Je le sais aussi que j'ai confiance en les autres, j'ai confiance en l'avenir, je le sais que j'ai un réseau de soutien. Donc, même chose au niveau de la dépression. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut aborder, toujours, dans le fond, dès même la petite enfance. C'est des aspects qu'on regarde avec nos jeunes. Tout ce qui est la gestion émotionnelle, ça aussi, ça fait partie de la promotion et de la prévention en termes de santé mentale. Donc, est-ce que je suis capable de reconnaître les émotions que je ressens, d'identifier qu'est-ce qui a généré mon émotion? Est-ce que je suis capable de les exprimer, de les gérer adéquatement? Donc, quand on aborde ces sujets-là, on est en train d'outiller nos jeunes pour développer une bonne santé mentale, pour être en bonne santé mentale. Émilie, tu parlais plutôt justement des bonnes habitudes de vie. Ça aussi, on est dans la promotion d'une bonne santé globale, donc et physique et mentale. Et ça non plus, il n'y a pas d'âge pour instaurer ça, pour être un modèle aussi comme intervenant, intervenante, prof, parent, en montrant l'exemple, en étant des leaders positifs en ce sens-là. Et puis sinon, si on observe une population où est-ce qui est peut-être plus à risque de développer différents troubles de santé mentale, là, la prévention va être davantage ciblée. Donc, on va cibler quels sont les facteurs de risque de ce groupe, de ce sous-groupe d'individus-là, puis c'est ce qu'on va venir travailler. On va venir aborder différents sujets. On peut faire des sous-groupes d'habileté sociale si on sent que ça pourrait être aidant pour comme facteur de protection à développer si on a un jeune qui est moins compétent socialement, qui ne sait pas trop comment créer des liens, maintenir ses relations amicales. Je pourrais avoir un sous-groupe d'estime de soi, justement, parce qu'on sait que l'estime personnelle de tel jeune est plus effritée et plus faible pour diverses raisons. Fait travaillons ça ensemble. Tout se peut, je pense, c'est ça qui est beau dans notre métier en intervention. Hein? On peut laisser libre cours à notre créativité et puis aller la déployer finalement pour aider le plus grand nombre de personnes, peu importe leurs difficultés et leur niveau de détresse aussi. Pour compléter, Stéphanie,
On sait que les jeunes ont beaucoup de défis à relever là, à l'école. Donc, on en a nommé plusieurs. Là, donc, des défis d'adaptation sociale, relationnelle, des défis scolaires. Puis, la recherche a vraiment déterminé qu'il est important de développer des compétences du préscolaire jusqu'au collégial pour les aider à surmonter ces défis-là. Donc, il y a des compétences qui ont été identifiées, par exemple, comme l'adoption de comportements prosociaux, la connaissance de soi, la demande d'aide, l'engagement social, les choix en matière d'habitudes de vie, la gestion des émotions, du stress, puis la gestion des influences sociales. Donc, si on veut faire des activités de prévention, de promotion, on peut viser à développer ces compétences-là. Puis, le ministère de la Santé et des Services sociaux a développé le référent équipe que vous connaissez peut-être, là, qui s'écrit E, accent aigu, K-I-P, que je pourrais mettre le lien dans le chat, qui propose des activités pour développer, qui propose un cadre, pardon, pour développer des activités en lien avec le développement de chacune de ces compétences-là, adaptées bien sûr selon le stade de développement. Donc, les actions qu'on peut poser dans nos milieux, soit l'école, la famille, nos communautés, on propose dans ce référent-là qui vise à offrir aux jeunes des milieux sains, bienveillants et sécuritaires. Donc, qui développent vraiment un sentiment de sécurité émotionnelle et physique, un sentiment d'appartenance, de compétence, d'autonomie, d'engagement, de sens de responsabilité et de saines habitudes de vie. Donc, de s'assurer aussi que ces apprentissages-là se font tout au long du parcours scolaire à des moments clés, donc tranquillement. Et non de faire une seule activité une fois dans tout leur parcours scolaire. Là, donc, aussi à la Fondation, sur notre site web, on est en train de développer des trousses, si jamais ça peut vous être utile. On développe des fiches pédagogiques, puis toutes sortes d'outils pour vous aider là, rapidement à faire des activités pour le développement de ces 7 compétences-là. Donc, on a décliné le matériel selon la cible. On en a pour les parents, pour les jeunes, mais pour le personnel scolaire, les enseignants et les intervenants. Donc, on est vraiment plus dans une promotion puis un développement d'une santé mentale positive, là. Puis, si je peux me permettre d'ajouter peut-être là, un élément essentiel pour être en mesure de mettre en place tout ça. Puis, dans un des grands facteurs de protection là, pour la persévérance scolaire des jeunes, c'est la relation avec son enseignant. Puis, c'est le climat en classe et à l'école. Et tout ça se fait avec les équipes écoles. Il va falloir aussi faire preuve de bienveillance envers le personnel scolaire, envers tous les intervenants. Il y a une fatigue, envers les intervenants communautaires aussi. Il y a une fatigue réelle. Après ces 20 mois de pandémie-là, nos jeunes nous reviennent, on le sait, avec avec de grands besoins. Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle que toutes les équipes, tous les adultes autour aussi ont de grands besoins, puis il va falloir mettre en place des milieux bienveillants, puisque sans ça, ça ne sera pas possible là, de déployer tout cela. Excellent. Je vous ai justement les petits. Malheureusement, Émilie, on ne t'entend pas, on n'a pas compris. Je suis vraiment désolée. Donc, on a des directives aussi qui peuvent être utiles pour vous aider, vous accompagner pour aborder la santé mentale avec vos jeunes. Effectivement, ça peut être un sujet qui peut être délicat pour certains, mais si on est outillé, si on a justement cet accompagnement pour mieux comprendre et avoir des exercices pédagogiques adaptés, c'est vraiment important
d'en parler et d'accompagner les jeunes dès le primaire, donc pour répondre à la question qui nous avait été posée. Plus concrètement, est-ce qu'il y a des actions d'accompagnement au quotidien, Stéphanie, par exemple, que vous pourriez partager, des actions concrètes qui ont été mises en place? Est-ce que vous auriez des conseils ou peut-être plus concrets? Bien, quand on parle d'intervention, on aimerait ça, hein, qu'il y ait qu'on ait comme une baguette magique ou une façon de faire éprouvée puis qui fonctionne pour tous les jeunes. Ben, on sait que c'est pas ça. On sait qu'il y a des stratégies gagnantes. Par contre, on sait qu'il y a des attitudes, des façons de faire qui sont plus recommandées que d'autres, notamment. Bien, tout ce qui est une approche axée sur, je pense à notre cher ami Carl Rogers, ce psychologue humaniste qui parle beaucoup de l'empathie, de l'acceptation inconditionnelle. C'est sûr que ça, c'est toujours gagnant, surtout pour tout le monde, là, mais nos jeunes qui, justement, de par leur facteur de risque, se sentent peut-être moins compris, se sentent peut-être jugés, plus en opposition avec l'adulte de manière générale. Puis moi, c'est l'approche que j'ai naturellement puis que j'applique dans mes rencontres avec mes jeunes, donc de valider ce qu'ils ressentent, mais d'être capable aussi à certains moments de refléter les incongruités, d'être capable aussi de refléter quand ça semble être une distorsion cognitive et d'en parler de ça, de leur donner le vocabulaire nécessaire pour pouvoir mieux se comprendre. Ça, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie aussi de l'autodétermination ou de l'empowerment. Et quand j'ai une approche qui est axée sur l'empowerment, je donne confiance à mon jeune, je l'aide à augmenter son estime personnelle et comme on le met tantôt, l'estime personnelle, c'est l'antidote numéro 1 à l'anxiété, dépression, différents troubles de santé mentale. Donc, d'être axé sur ça. Donc, oui, aussi la restructuration cognitive. Fait que parfois, on peut avoir des interactions qui sont peut-être un petit peu plus confrontantes pour le jeune, pour lui dire, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment la réalité ou c'est ta vision de la réalité? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse s'imaginer d'autres façons d'aborder telle ou telle situation? J'aime beaucoup aussi ramener aux jeunes, OK, sur quoi toi, tu as le contrôle? Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans la situation, là, que dans 90% de nos vies, là, les affaires, on ne les contrôle pas. Mais le 10% que tu contrôles, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Je ne suis pas contente d'être retournée en présentiel, ça me rend anxieuse, ça m'angoisse, il y a trop de monde, si ça. OK. Fait que toi, ce que j'entends, ce qui t'énerve, c'est qu'il y a trop de monde. Oui, il y a trop de bruit. OK. Fait que surstimuler au niveau sensoriel. OK. Fait que concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour diminuer cette stimulation-là? Fait que ça peut être de dire, je vais attendre que la majorité du groupe, par exemple, soit sortie dans le couloir pour y aller par après. Je vais m'assurer d'y aller peut-être avec une amie puis de me concentrer sur la discussion avec elle pour essayer de comme oublier un petit peu tout le reste. Qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce que je peux me créer justement un réseau de soutien à l'école? Je peux aller voir peut-être l'éducatrice spécialisée avec qui j'ai un bon lien, la psy, la psycho-aide, etc. Fait que, comment est-ce que le jeune, lui, peut mettre en place des choses qui vont lui faire sentir qu'il a davantage de contrôle pour diminuer son sentiment de détresse? Ça, c'est toujours gagnant de travailler aussi sur le réseau de soutien. Tantôt, c'est Catherine, je pense, qui parlait au niveau de la prévention, de la capacité à demander de l'aide. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va continuer de travailler avec nos jeunes. Parce qu'ils ont souvent la distorsion cognitive que demander de l'aide, c'est être faible, puis je devrais être capable de tout faire tout seul. Alors, OK, on peut recadrer ça un petit peu, puis c'est peut-être le message que tu entends effectivement dans notre société ultra performante, puis non, ça va bien, puis ça va toujours bien, j'ai besoin de personne. Quoique, heureusement, grâce à des associations, des fondations comme les vôtres, ça tend à changer, le discours tend à changer, mais de questionner ça avec le jeune, de voir d'où ça vient, ses croyances, puis qu'est-ce que c'est en fait réellement demander de l'aide, puis à qui est-ce qu'on demande de l'aide, quelles sont les personnes clés dans ta vie, les personnes de confiance. Donc ça peut être pertinent
à faire, les encourager aussi à vivre des petites réussites au quotidien. Super important. Puis de les encourager également, se donner des petites tapes dans le dos. C'est OK, toi, ça a été quoi ta fierté aujourd'hui? OK, la journée était tough, c'était difficile, tu t'es levé avec une boule dans la gorge, tu n'étais pas bien. OK, mais fait qu'il y a des choses qui se sont passées de poche, de négatives, de plates, de désagréables et d'inconfortables. Je l'entends, mais j'aimerais ça que tu me nommes aussi qu'est-ce qui s'est bien passé. De quoi est-ce que toi, tu es fier? Fait qu'on est en train de travailler de OK, tu sais, je ne suis pas en train d'invalider qu'il y a du négatif dans ta vie, mais je suis en train de te montrer qu'il y a également du positif. Puis peut-être que ce n'est pas un automatisme pour toi actuellement de voir le beau, le bon, le doux, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Puis je vais terminer avec une autre stratégie que je mets en pratique avec mes jeunes et qui fonctionne assez bien. C'est tout ce qui est, bien, évidemment, quand on pense à l'anxiété, on pense à tout ce qui est respiration abdominale, donc prendre le temps de se poser. Ça fonctionne pas vrai. Même si ça a l'air nono comme stratégie, puis respirer, je respire depuis ma naissance, là, I get it. Mais non, des vrais exercices de respiration, c'est vrai que ça apaise. Et visualiser. Moi, j'ai une de mes jeunes, elle a l'endroit où elle voit se mettre une petite boule, elle s'appuie contre son mur dans sa chambre quand elle ne va pas, puis ça l'apaise. OK? Fait qu'on fait quoi quand tu es à l'école puis tu ne peux pas te mettre en petite boule contre le mur? T'sais? Est-ce que tu es capable, toi, de fermer tes yeux, de respirer puis de t'imaginer dans cet endroit-là, dans ce safe space-là qui t'apaise et qui te fait du bien? Fait en gros, ça serait ça. Est-ce que vous pouviez réagir, Catherine André? Donc, en fait, peut-être que oui, moi, j'avais des recommandations qui sont plus de l'ordre de l'organisation scolaire, là, étant donné mon expertise à moi. Ben, ça peut sembler bien anodin, mais refaire de l'école un milieu de vie et de socialisation. Hein, je pense que Stéphanie en a parlé un peu, hein, de leur besoin de la socialisation chez un adolescent, c'est comme l'air qu'il respire, là, ça fait partie. C'est des étapes de développement comportemental essentielles à leur âge. Donc, rétablir les activités parascolaires, donc là, ça semble être possible, là. On espère que ça tienne. Les gens sont un peu méfiants encore, mais ça, c'est essentiel. Encourager la socialisation, organiser des activités qui favorisent les contacts informels, hein. Tout n'a pas besoin d'être formel, mais il faut qu'ils puissent avoir de l'informel, puis il faut y penser et faire de l'air pour ça. Miser sur des activités et des mesures qui provoquent du plaisir et des émotions positives chez les élèves. Une autre action, c'est rétablir le contact. Il y en a qui parlent même de réparer la relation maître-élève. Pour plusieurs jeunes, ça a été mis à très dure épreuve avec l'enseignement hybride l'an passé. Là, je ne porte pas du tout un jugement, là. Ce que les jeunes disaient, c'est eux aussi sont débordés, eux aussi sont fatigués, eux aussi sont en adaptation. Donc, c'était vrai là, que tout le monde était en adaptation incroyable, mais la relation maître-élève est un facteur de protection essentiel quand on parle de persévérance scolaire. Et puis, et cette distance-là, en fait, l'année passée, tout le monde se sentait loin des uns des autres. Les jeunes se sont sentis loin de leurs profs, ils se sont sentis loin de leurs amis, ils se sont sentis loin de leur école, les profs se sont sentis loin de leurs jeunes, les directions se sont sentis loin de leurs jeunes, les organismes communautaires se sont sentis loin de leur école, parce qu'il y avait moins accès, voire des fois pas du tout accès, mais loin de leurs jeunes. Bref, tout le monde s'est senti loin. Fait qu'il faut rétablir des contacts, puis il ne faut pas penser que juste se revenir tout le monde dans la même pièce, c'est fait. Il va falloir y consacrer des efforts. Alors voilà, je m'arrêterai là. Excellent. Excellent. J'aimerais aborder une autre question. Je vais garder la parole avec André. Une question qui nous a été posée concernant la motivation des jeunes dans une démarche de retour aux études. Je sais que quand on s'était parlé pour préparer cette rencontre, tu avais aussi parlé donc de l'angle mort des décrocheurs pour les raccrocher, justement, pour les faire revenir à l'école. Est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce que tu aurais par rapport à ce sujet-là, justement, qui a été posé comme question? Ben, en fait, un défi qui est important actuellement, c'est que
avec la perte des lieux de socialisation, puis avec le confinement, l'isolement, bien, on peut penser que de retourner raccrocher les jeunes qui ont pris la décision de raccrocher, ce sera beaucoup plus complexe puisque certains sont vraiment demeurés chez eux. Hein, puis quand ils sont chez eux, bien, ils sont chez eux. Il y a différentes stratégies là, qui peuvent être mises en place, là, mais je pense que les organismes communautaires qui font ça sont les mieux à même de répondre. Mais un angle mort, je pense, actuellement, c'est que ce qui est observé en ce moment, c'est un report de projets d'études, c'est-à-dire que là, les inscriptions sont en la baisse à la formation générale aux adultes, les jeunes à la formation professionnelle, au collégial, la hausse n'est pas aussi grande qu'elle était anticipée. Tout ça laisse penser, c'est vraiment encore juste une hypothèse, que plusieurs jeunes reporteraient leur projet d'études. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le diplôme de secondaire 5, c'est un diplôme qui n'est pas un diplôme d'entrée sur le marché du travail, c'est un diplôme qui nous permet de poursuivre nos études, donc de ne pas passer à la formation professionnelle ou ne pas passer au collégial ou passer au collégial et ne pas réussir, bien, on n'a pas terminé le travail là, avec ces jeunes-là. Puis les chiffres tendent à démontrer que ceux qui ont décroché juste avant la pandémie, là, ben, ils ne sont pas revenus. Puis mais je ne peux pas vous dire comment on va faire pour les rattraper, ces jeunes-là. Des centres de services scolaires maintenant appellent des jeunes qui leur manquent juste un cours et tout ça. Il y a des appels, des prises de contact qui sont faites. Il va falloir trouver des solutions pour mettre à profit tous nos organismes communautaires, là, se communiquer des noms. Mais ça, c'est toute la loi de la protection des informations. Puis ce n'est pas la chose la plus simple du monde, même si ça semble être la chose à faire. Donc, je dirais que les solutions n'existent pas tout encore, mais que le problème est bien comme le nez au milieu du visage. Merci beaucoup. Par rapport à ce qu'André nomme, je ne sais pas si c'est André justement qui plutôt en parlait ou si c'était Catherine, mais dû au fait qu'en ce moment, tout est comme incertain, mais c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Fait que je présume que ceci explique cela. Ceci explique pourquoi les jeunes vont moins raccrocher et reprendre leur projet d'études parce que là, ben là, ça va ressembler à quoi? Puis là, je ne sais pas trop. Puis alors, j'imagine que ça, c'est un facteur qui fait en sorte que les jeunes sont moins tentés actuellement de le faire, ne sachant pas, bien là, on va être encore tout fait confiné ou pas, bien là, tant qu'à ça, je vais garder l'emploi que je me suis trouvé, c'est un revenu stable. Tu sais, il y a parfois aussi un aspect d'insécurité financière qui peut entrer en ligne de compte. Et dans l'incertitude où on est actuellement, on nous parle de la 4e vague, on nous parle aussi de ça. Alors, effectivement, et en retour aux études, c'est quand même une grosse décision là, dans la vie. Là, c'est un gros investissement de temps, d'amour, d'énergie. Alors, je peux comprendre en me mettant à leur place pourquoi c'est comme, bien, je vais peut-être attendre que les affaires se calment avant de prendre cette décision-là puis de la mettre en action. Excellent. Est-ce que vous voudriez conclure avec un point qui n'aurait pas été abordé ou sinon on passerait à la période de questions? Donc, si vous avez des questions à poser à nos invités, c'est à vous. Je vous donne la parole. Comme je disais, vous pouvez ou lever la main pour parler directement ou vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Je pourrai les lire pour vous avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est gênant être la première personne à poser la question. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un buffet, puis là, tu es comme assis avec toute ta famille de genre 32 personnes, puis là, tu es comme, ah, mais moi, j'ai faim, mais j'y vais-tu ou j'attends que quelqu'un d'autre se lance? Mais peut-être que ça va être vous, la première personne, à manger un sandwich pas de croûte, puis que ça va donner le ton pour les autres. Fait que let's go, gâtez-vous. On est là pour ça. Ah, je vois qu'il n'y a pas écrit votre nom, je suis désolée, mais c'est écrit poste 3. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Michel Doran. Je travaille pour Enfantaisie, Haute-Gaspésie. Alors, moi, c'est tout simplement de demander à Catherine Bureau, je ne sais pas comment vous prononcez. C'est très bien. Vous avez parlé de compétences à développer, puis vous avez parlé d'un lien.
Oui, il est en ce moment dans le chat et Je j'ai vous même entends vu. Ah, bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Oui. Oui. Et j'ai même vu que M. Lemieux de Boscoville l'avait mis aussi avant moi. Donc, si vous allez sur le bouton en bas, c'est écrit chat, puis vous cliquez dessus, vous allez Ouais. les trouver. Donc, OK. Ah, parfait. OK, merci beaucoup. je vais juste rajouter aussi que j'ai mis les liens vers la trousse personnel scolaire là, sur le site de la Fondation. Je voulais préciser qu'on est à la phase 1 de 3 de développement. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment être, on travaille fort pour la remplir, la garnir. Donc, vous pouvez revisiter le site aussi fréquemment ou vous inscrire à notre infolette, puis on va vous faire parvenir les outils quand il y en a des nouveaux. Merci beaucoup. Concernant les outils, à CSM, la filiale de Montréal, on a aussi développé une trousse d'outils qui s'appelle les guides adaptés, qui sont des activités pédagogiques qui permettent de parler santé mentale avec les jeunes. Donc, c'est plusieurs activités avec des thématiques sur la santé mentale. Et on a également mis les liens. Donc, ils peuvent vous aider à parler de ce sujet-là par des activités ludiques et pédagogiques avec les jeunes de 12-17 ans. Voilà pour les outils qui ont été transmis. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, il y a Julie Perrier qui a posé une question sur le chat et qui dit est-ce que vous avez développé des outils pour le sentiment d'efficacité personnelle? Ben, c'est un nouveau terme pour moi, l'efficacité personnelle. Donc, je ne pourrais pas dire que oui en ce moment. Par contre, on a vraiment beaucoup d'outils sur la connaissance de soi, sur la motivation. Est-ce que l'efficacité personnelle, on parle ici de s'organiser pour les travaux scolaires? Je ne suis pas certaine. Peut-être, je ne sais pas si... J'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais tu sais que quand on parle d'efficacité personnelle, c'est un peu justement cette autodétermination-là, puis l'empowerment, tu sais, le sentiment que, OK, je suis compétente, je fais des choses positives dont je suis fière, mais peut-être que je n'ai pas bien compris non plus. Je peux peut-être prendre la parole. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Dans le fond, l'efficacité personnelle, c'est Bandura, l'auteur, qui a écrit là-dessus. Puis c'est justement de développer un sentiment d'être compétent dans quelque chose, là, de se sentir compétent. Parce que quand on prend nos décrocheurs, là, eux autres, moi, je travaille dans une école secondaire, puis c'est comme tout est noir. Il n'y a plus rien qui marche. Là. Tout est négatif. Fait que dans quoi tu es bon, puis qu'on pourrait ramener. Parce que c'est beau de dire à l'élève, ben, trouve quelque chose que tu vas aimer, genre faire du hockey, puis te sentir bon là-dedans à l'école, dans du parascolaire, puis que tu vas vivre une bonne expérience à l'école. Ça va peut-être te rattacher, ce sentiment d'appartenance étant là aussi. Mais, tu sais, l'élève, de l'accompagner à faire ça, dans le sentiment de développer un sentiment d'efficacité personnelle dans quelque chose qui va le valoriser, parce que l'école, bien souvent, pour ces jeunes-là, c'est généralisé que ça ne leur tente pas de venir à l'école. Tout est négatif pour eux autres. Mais c'est des accompagnés de le faire parce que tu as beau lui dire de le faire, mais il ne le fera pas, mais c'est comme un peu lui tenir la main pour qu'il en développe là, avec. C'est de souligner tous les succès qu'un jeune peut avoir à faire, même si ce n'est pas un succès en lien à la note, mais tous les succès, une progression ou quand il est bon dans quelque chose ou même dans une habitude, un comportement, de souligner pour pouvoir développer le sentiment, l'estime de soi aussi. Ça va avec l'estime de soi, effectivement, parce qu'un jeune qui a quelques difficultés en mathématiques, souvent, on va prendre l'exemple des mathématiques, hein, c'est comme un petit peu une bébête noire des fois. Là. Donc là, à ce moment-là, s'il y a des difficultés en maths, c'est pas pour toujours, tout le temps. Des fois, c'est un blocage. Tu vas travailler fort, tu vas le développer, mais on dirait que les jeunes, présentement, dès qu'ils vivent un embûche, c'est comme c'est à tout jamais.
Je l'ai pris en note. Effectivement, on a développé des outils pour l'estime de soi, pour l'engagement social, pour la connaissance de soi. Donc, mais je prends ça en note. Je trouve ça très intéressant comme besoin là, de votre part là, du terrain, effectivement. Et pour ma part, en termes d'outils, là, je ne l'ai pas devant moi, je viens de déménager, je n'ai même pas tous mes livres encore. J'ai écrit en 2014, puis il va être réédité sous peu avec une nouvelle couverture, mais attention à l'estime de soi en construction, donc qui s'adresse spécifiquement aux jeunes, plus troisième cycle, mettons, du primaire, début du secondaire. Et c'est vraiment un livre pour eux, parce que pour moi, c'était important qu'ils s'approprient l'outil et que ce ne soit pas juste l'adulte qui soit détenteur du savoir et du savoir-faire, mais que le jeune puisse l'avoir en main, lui également. Puis sinon, ce que je dirais au quotidien, au jour le jour, dans notre relation avec le jeune, je pense que oui, tu sais, de lui le faire réfléchir sur ses réussites. Puis on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Fait que pourquoi ne pas utiliser un bon vieux calepin, leur faire un petit calepin, des bons coups, de leur réussite, de leur fierté, pour qu'ils puissent en garder une trace, puis que les journées où ça va moins bien, puis où se donner une petite tape dans le dos, c'est plus difficile. Mais attends un petit peu, là, c'est pas vrai que tu n'es pas capable de rien faire dans la vie. Regarde ce que tu as écrit, regarde ce que tu as déjà fait. Je pense que ça peut être un outil tout simple qui a une grande portée. Okay. On a reçu une question de Amélie qui demande alors, auriez-vous des projets ou auriez-vous connaissance de projets qui sont déjà réalisés ou des activités déployées dans les écoles visant l'augmentation ou la consolidation du lien maître-élève? En fait, quand je parle du lien maître-élève, je parle de la relation qui s'établit tout au long de l'année, là. Il n'y a rien. Je suis certaine là, que je suis capable de trouver quelques petits éléments. Là. Tout ça était beaucoup issu de l'école J'y tiens, puis il y a eu des grands travaux là, qui ont été faits de manière longitudinale. Là. Il n'y a rien qui me vient en tête, mais je vais demander à mon équipe de voir là, s'il n'y a pas quelque chose. Mais je sais que chaque centre de service scolaire a certainement des trousses là, mais c'est vraiment dans l'accompagnement de chaque enseignant dans l'établissement de sa relation avec sa classe. Là. Tu sais, c'est pas juste je fais une activité ou je fais 4 activités, puis le lien maître-élève a été établi. Là. C'est beaucoup plus subtil que cela, mais je suis sûre qu'il y a des écrits. Là, je vais vous. Il n'y a rien qui me vient en tête là, clair, mais je vais regarder, puis je vous reviendrai. Alors, je m'excuse auprès de Joël. Je ne voyais pas que vous leviez la main. Donc, il y a Joël qui aurait une question. Donc, c'est Joël Coriolan. Oui. Je ne vous vois pas. Oui. Allez. J'ai pas la caméra ouverte. Oui, ben, merci pour toutes ces informations. J'ai un petit retour pour Stéphanie Deslauriers, s'il vous plaît. Tantôt, vous avez dit, il y a une approche que je voulais noter, que j'avais trouvée très bonne, très pertinente. Est-ce que tu serais, par rapport aux distorsions cognitives, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on regarde ensemble? La façon dont vous l'aviez dit tantôt, c'était parfait, mais je m'en rappelle pas. C'était comme une façon de l'aborder avec le jeune pour qu'il puisse, moi en tout cas de ce que j'en ai compris, pour qu'il puisse se sentir impliqué, respecté, puis qu'on s'intéresse à trouver une solution à deux au lieu de lui imposer. Mais j'ai aimé la formulation que vous avez faite. Pas que je la copier, mais je vais pouvoir m'en inspirer. C'était plus dans ce sens-là. Hey Joël, je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais probablement que j'ai parlé de valider l'émotion que le jeune ressent. Donc, je comprends que tu te sens comme ça. C'est vrai que ça ne doit pas être facile, fait qu'on valide. Et on peut ensuite le questionner. Est-ce que tu penses que ce que tu me nommes, c'est la réalité ou est-ce que tu penses que c'est ta perception de la réalité? Est-ce que tu penses qu'il existe d'autres perceptions à cette même réalité-là? Puis en fait, il y a une image, mais que je ne me rappelle pas aussi que j'avais trouvé ça, puis que je l'utilisais beaucoup dans mon cours justement sur l'anxiété avec les bachelières et bacheliers en psychoéducation. C'était comme tu avais une image, un cylindre.
OK? C'est ça la réalité. Et là, selon l'éclairage, fait que si c'était éclairé de telle façon, l'ombre que tu apercevais sur le mur, c'était un rectangle. Mais si l'éclairage venait d'ailleurs, l'ombre que tu voyais sur le sol, c'était un cercle. Et là, on disait, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tort ou qui a raison? Ben, en fait, il y en a un qui perçoit en raison de l'angle, un cercle, l'autre un rectangle, mais la vraie patente, c'est le cylindre. Fait que, avoir des images, les techniques d'impact, ça, je trouve que ça fonctionne bien avec les jeunes, d'avoir une image qui parle. Fait que ça aussi, ça peut être pertinent avec les autres. OK, c'est parfait. Vous avez dit ce que je voulais entendre. C'est parfait. Ah bon, ben merveilleux. Merci, Joël. Merci, Stéphanie. On a Suzanne qui a souhaité parler. Bonjour, merci pour tout. C'est très intéressant. Moi, la question que je me posais, c'est comment décoder un mal-être plus profond que simplement un décrochage ou une crise passagère. Est-ce qu'on a des outils, des façons de faire pour décoder que c'est plus grave que ça? Et à ce moment-là, à qui en référer? En fait, ce que je dirais, c'est que quand nos jeunes, on observe une rupture dans le comportement, une rupture de fonctionnement. Fait qu'un jeune qui a, ben là, c'est sûr, il y a eu la COVID et tout ça, mais tu sais, un jeune qui est impliqué ou qui est d'humeur joyeuse, motivé, qui là, tout d'un coup, il a l'air maussade, il a l'air enfermé, il a l'air triste, il est impliqué, là, ça ne tente plus de s'impliquer nulle part. Il a de la misère à établir un contact visuel alors que d'habitude, il était super social. Oups, ben ça m'inquiète. Ça va m'inquiéter aussi quand il y a des changements drastiques dans les habitudes de vie, au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique aussi, soit de l'hypersomnie ou de l'insomnie. Même chose, soit je mange beaucoup plus, soit je mange beaucoup moins, soit je me surentraîne, soit je ne bouge plus du tout. Donc ça, pour moi, ça va être des petits red flags. Autre chose aussi, le discours personnel, la petite voix intérieure. Est-ce que mon jeune parle de lui de manière dénigrante? Ah, je suis vraiment imbécile. Ah, c'est que je suis épais. Ah, je suis vraiment un tweet. Ah, puis ça tombe beaucoup sur la tomate. Est-ce que mon jeune a l'air de se culpabiliser beaucoup, de se sentir responsable pour des choses qui ne le concernent même pas? Donc ça, ce sont des signaux d'alarme qui, moi, m'inquiètent et qui me disent OK, il y a une détresse importante ici. J'aurais envie de dire, quoique là, c'est comme, il y a un effet de nuance à apporter à cause de la pandémie, mais au niveau des résultats académiques également, s'il y a une baisse drastique, s'il y a un désengagement drastique au niveau tant académique, mais au niveau comportemental, c'est un changement dans, et ça, c'était notre petit clown, là, on ne l'entend plus pantoute, ou un tel qui était un leader positif, ben là, il est rendu plus dans le leadership négatif. Donc, tout ceci peut nous inquiéter. Un jeune social qui est rendu plus isolé. Donc, comme je dis vraiment, quand il y a une rupture au niveau du fonctionnement et du comportement, ça va venir m'inquiéter. Puis, je ne sais pas, je ne me rappelle plus s'il y avait une deuxième partie à votre question. Oui, et à ce moment-là, à qui on se réfère? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou c'est ça, quand ça dépasse nos compétences, à qui on peut demander? Bien, vous êtes dans quel milieu, Suzanne? Un organisme communautaire. OK. Bien, OK. Ben oui, par exemple, on est en organisme communautaire, on observe que, OK, là, ça outrepasse mon mandat, mes connaissances, mon champ de compétences. Donc, n'hésitons pas soit à référer, que ce soit au CLSC, que ce soit de donner les ressources, je pense justement à l'Association canadienne de la santé mentale qui a des choses intéressantes sur son site web, Fondation Jeunes en Tête, même chose, de les référer, de leur donner ces outils-là, que ce soit tel jeune, jeunesse, j'écoute, de pouvoir faire, OK, là, je pense que moi, ce que tu me nommes, ça m'inquiète, je m'inquiète pour toi, puis si je m'inquiète pour toi, c'est parce que je suis attachée à toi et que je tiens à toi et à ton bien-être. Moi, je peux t'aider pour ce bout-là, mais ce bout-là,
ça sort de ce que je peux faire, alors je te propose telle chose. Tout dépendant des jeunes aussi, auprès de l'âge qu'ils ont, ceux auprès de qui vous travaillez, d'interpeller les parents, 14 ans et plus, de requérir le consentement pour ce faire. Évidemment, le consentement, on le sait, là, chez nos jeunes de 14 ans et plus, n'est pas nécessaire si leur santé, leur intégrité physique ou psychologique est vraiment compromise. Donc, à ce moment-là, mais oui, fait que ne pas hésiter à solliciter le réseau autour de nous. Voilà. Merci. Merci. Il y a Jessica qui levait la main aussi. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Je trouvais intéressant d'apporter un angle différent aussi, parce qu'on a traité de beaucoup d'interventions individualisées, donc de comment soutenir le jeune, tout ça pour développer des habiletés nécessaires là, et on a parlé aussi beaucoup d'interventions de promotion universelle, c'est-à-dire de comment on peut faire du milieu de l'école, tout ça, un milieu sain avec un climat positif. Mais je pense que aussi, quand vous nommiez tout à l'heure, je pense que c'est Catherine, l'importance de la bienveillance, puis de prendre soin aussi des employés. Donc, on sait que les professeurs sont fatigués, les intervenants aussi, tout ça. Je pense qu'il y a un aspect dans la pyramide de services au deuxième niveau qui n'est pas à négliger non plus, donc des programmes de groupe. Puis, on se demande aussi comment dépister ces jeunes-là, comment les trouver, comment s'assurer qu'on ne les échappe pas, ces jeunes invisibles parfois qui ne demandent pas d'aide. Donc, de mentionner que c'est important aussi peut-être de réfléchir à des outils de dépistage pour aller faire du reaching out, puis s'assurer qu'on dépiste les jeunes à temps, puis en travaillant avec des interventions de groupe, bien, possiblement aussi, on fait attention à nos ressources là, qui n'ont peut-être pas la disponibilité pour faire toutes les interventions individuelles qu'ils souhaiteraient faire. Fait que c'est juste le petit grain de sel que je voulais apporter aussi. Bien, d'ailleurs, je sais que vous avez un excellent programme là, à Boscoville. Donc, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, mais... Oui, je me permets parce qu'on est à NouVNL là, de le nommer. C'est vraiment dans le travail d'équipe, puis ça pour le bien-être des jeunes aussi. On a un programme qui est en déploiement qui s'appelle Blues, qui est vraiment en prévention de la dépression. Puis on travaille en ce moment sur un programme aussi de prévention de groupe pour prévenir l'anxiété de performance ou soutenir les jeunes qui font beaucoup d'anxiété. Donc, c'est ça. Puis, ce qu'on voit aussi, on a la chance là, vraiment d'accompagner des équipes d'intervenants dans les écoles, puis c'est beaucoup ça qu'on entend. C'est pour ça que je trouve ça important de le nommer. Je sens à quel point ils sont justement bienveillants, mais débordés. Donc, c'est pour ça que je trouve que le groupe est une belle solution. Puis, voilà. Donc, c'est pour ça que je... C'est intéressant ce que vous nommez, Jessica, parce que moi, ça a été un de mes constats, en fait, durant la pandémie avec mes collègues, où je me disais, OK, mais là, qui est-ce qui prend soin de celles et ceux qui prennent soin? Oui. Là, on leur demande d'être là, d'être au front, de se donner, mais moi, il y a une expression en anglais qui dit « You can't pour from an empty cup ». Si ta tasse est vide, il n'y a rien à donner. Fait qu'effectivement, comment est-ce que collectivement, on peut prendre soin de ceux et celles qui sont au front depuis le tout début puis qui accueillent cette détresse et cette détresse grandissante-là? Alors oui, je pense que c'est primordial de chouchouter nos intervenants, nos intervenantes. Fait que merci beaucoup d'avoir amené ce point-là primordial. Merci beaucoup. Et je dirais aussi nos enseignants et toutes les personnes qui sont en intervention, en relation avec les jeunes, qui aussi ont vécu vraiment plusieurs années, 2 années maintenant, une année difficile. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, d'autres partages aussi aux questions? Ça peut aussi tout à fait être un partage très intéressant. De partager des initiatives. Ah là, Émilie, on t'a vraiment perdu pour vrai de vrai. Hein? Ben oui, Émilie. Ah, c'est là! Tu viens juste de revenir. Oui, c'est très drôle parce que je suis dans le même bureau, pas dans la même pièce, mais que Charlène, mais moi, ça ne marche pas bien. Je ne comprends pas. Donc, désolée.
Donc, c'est ça. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions ou pendant mon absence. Non. Donc, si c'est à cette rencontre, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Stéphanie, Catherine et André d'être venus discuter de ce sujet-là. C'est un sujet qui est important à tous à cœur. Et oui, et j'ai hâte de lire, André. Oui, pardon. Je veux prendre la peine de remercier tous les participants parce que de prendre du temps de son horaire pour s'intéresser à ces questions, c'est rassurant de voir qu'il y a autant de gens qui se préoccupent là, du raccrochage et de l'état de la santé mentale des jeunes. Donc, bien hâte de collaborer avec d'entre vous sur le terrain là, à travailler pour nos jeunes. Tout à fait, merci pour ces mots. André, donc moi j'ai hâte aussi d'avoir les données de l'étude qui s'en vient et dès qu'on l'aura, je vous l'enverrai par courriel pour que vous ayez tous accès à ces données sur les jeunes maintenant, aujourd'hui, avoir une vision plus à jour. Oui, Michel. Oui, ben moi, je tiens à remercier toi, Émilie, Catherine, André Maillère, Stéphanie et même Jessica, parce que c'est vraiment toutes vos recherches et ce que vous avez apporté, c'était vraiment très intéressant. Je vais essayer d'avoir les liens là, pour pouvoir avoir encore plus de renseignements, mais c'est vraiment très stimulant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben oui, puis tiens, moi aussi, je remercie. Je vais dans le même sens que Catherine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci de faire le métier que vous faites, ô combien nécessaire. Puis je vais faire du pouce sur ce que Jessica nous proposait, de continuer à prendre soin de nous-mêmes, de s'offrir du petit doux, de s'offrir aussi des petites tapes dans le dos, d'être auto-bienveillant envers nous-mêmes. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Notre santé mentale est primordiale, encore plus dans le métier qu'on fait, parce qu'on est beaucoup plus à risque d'épuisement professionnel de par la motivation, l'engagement, la passion qu'on a et de par la nature même de notre travail qui est très, on se donne, hein? On se l'est dessus, fait répéter, pas rien qu'un peu qu'on est notre propre outil de travail. Bien, soignons-nous l'outil de travail et prenez soin de vous. Oui, l'importance de parlez-en de vos émotions, ce que vous vivez, c'est primordial en promotion santé mentale. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant. André, je croyais que c'était une main, c'était merci. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis une excellente année scolaire pour ceux qui sont dans ce rythme-là aussi. Et au plaisir de vous retrouver pour d'autres webinaires. Au revoir.